Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, le deuxième de la saison. Pour lancer ce numéro, je ne peux que commencer par des remerciements avec le premier épisode la semaine dernière qui a battu des records d'audience tout simplement. Merci donc pour votre fidélité, on espère faire aussi bien pour ce deuxième épisode. Trêve de blablaterie, on a un programme extrêmement chargé dans cet épisode, c'est simple, il n'y a qu'un seul petit match de N3 qui a échappé à nos radars. Vous allez voir tout ce qui s'est passé ce week-end pour nos clubs de N2 et de N3, ou presque. Et vous allez le voir, c'était un week-end quand même un peu difficile pour les clubs de la région. On commence tout de suite par le chapitre National 2. Le National 2, on va commencer avec l'US Avranches qui sur le papier avait ce week-end un match relativement déséquilibré. L'US Avranches qui arrive de National recevait l'équipe de Locminé qui pour sa part est promue de National 3. Les joueurs en vert qui sont donc encore une fois sur le papier un adversaire normalement prenable pour l'équipe manchoise, mais vous allez le voir, ça ne va pas se passer comme prévu avec des joueurs en vert, encore une fois les Morbihanais qui jouent en toute détente et Fodiba Danzo à la 15e minute qui vient profiter de la passivité de la défense manchoise pour venir tromper Alexandre Marfin, but donc de Locminé 1-0. On est quelques instants plus tard suite à une touche, on joue et on rentre trop facilement dans la surface de réparation normande. Fodiba Danso encore une fois à la réception et ça fait 2-0 à la 20e minute pour les visiteurs bretons, les promus, qui jettent un coup de froid sur le stade René Fenouillère et véritablement une surprise avec ce break, mais rapidement Avranches va réaliser par l'inévitable Idrissa Seydil une désatisfaction de ce début de saison. L'ancien joueur du US Udif Cabourg, buteur héroïque contre Granville lors de la journée précédente, qui réduit la marque et redonne l'espoir à Avranches. Vous allez le voir avec cette possibilité et cette situation très chaude dans la surface bretonne, heureusement pour les visiteurs, les Avranchinais qui ne parviennent pas à concrétiser. On va se retrouver en deuxième période avec ce coup franc de Zourab Sopromadze, l'une des rares situations dangereuses pour les hommes de Michel Audrin, et vous allez le voir, c'est pas forcément la situation la plus périlleuse pour la défense de Locminé avec cette sortie réussie du gardien. On joue la deuxième période, on est en fin de match et c'est même Locminé qui va insister, qui va réussir à marquer un but. C'est encore une fois trop facile dans la surface de réparation. Alexandre Marfin a beau faire ce qu'il peut, Abdoul Sakiroubila qui permet à Locminé de reprendre 2 buts d'avance et ce sera un avantage définitif pour les joueurs venus du Morbihan qui viennent démontrer que l'US Avranches est encore en phase de reconstruction. Encore une fois, on est en début de saison, pas de panique, il y a tout un groupe à reconstruire, il y a eu énormément de changements du côté d'Avranches qui s'incline donc 3-1, première défaite de la saison pour les Manchois. Mais encore une fois, on pouvait, à la lecture des éléments du week-end, s'attendre tout simplement à ce que tout ne parte pas sur les chapeaux de roue. Tout simplement pour les Manchois, il faudra encore une fois du temps. Du temps, il en faudra peut-être aussi pour l'US Granville qui a dû changer beaucoup d'éléments. Et ce week-end, les hommes de Mathias Jouan étaient en déplacement du côté de Blois dans le Loir-et-Cher. Ce sont dans un premier temps des situations sur coup de pied arrêté, plus particulièrement sur corner, qui permettent aux deux formations de se mettre en évidence. Match plutôt équilibré avec Paul Rollet là qui n'est pas loin d'être surpris. Et en deuxième période, ce sont les hommes de l'ancien Canet Cédric Angebar qui vont réussir à débloquer la marque et à la réception de cette frappe repoussée par Paul Rollet, un ancien de la maison Canet. Ça fait quelques années qu'il a joué à Malherbe, exaucé Ngasaki Ndongo qui permet à Blois de prendre l'avantage. 1-0, Granville qui va réagir néanmoins quelques instants plus tard avec une légère erreur, un oubli côté gauche de la défense de Blois. Et Yves JJ, plus prompt que tout le monde, qui surprend même le gardien de Blois avec cette tête en première intention. 67e minute, Granville qui revient. Et Granville, allez, on imagine qu'il va tenter de s'accrocher au moins à ce point du match nul. Et malheureusement, pour Sofiane Amar et ses partenaires, il va y avoir un nouveau but des locaux dans les derniers instants avec cette frappe un petit peu, alors on ne sait pas si elle est déviée, mais en tout cas c'est Exaucé Ngasaki Ndongo qui s'offre un doublé. Et l'US Granville qui, une semaine après s'être incliné face à l'US Avranches, qui s'incline de nouveau à l'extérieur. Ça fait 1 point en 3 matchs pour les Manchois. On reviendra dans quelques instants avec Thomas Besse sur les conséquences de cette journée dans la poule B.
On continue, rythme effréné dans ce débrief, mais on a beaucoup de choses à vous montrer. On continue dans le National 2, on passe à la poule C avec un déplacement plutôt lointain pour le promu l'AS Villers qui tout simplement a dû se rendre dans le Haut-Rhin en Alsace, non loin de Colmar, pas très loin de la frontière allemande, pour y défier Bischheim. L'AS Villers qui a gagné son premier match mais qui a été surpris sur un exploit de l'US Chantilly la semaine dernière et qui compte bien remettre les bouchées doubles dans ce championnat et malheureusement pour les hommes de Bruno Luzi, ça va mal commencer avec cette frappe déviée dès la 6e minute. Giannin Bérénice qui permet à Bischheim d'ouvrir la marque 1-0 pour les locaux. Et l'AS Villers qui va devoir donc courir d'entrée après le score. Les hommes en orange, les visiteurs normands qui ne vont pas se laisser faire mais qui vont buter sur le gardien adverse. Vous voyez les situations qui s'enchaînent pour les joueurs du Calvados, mais ça manque un petit peu de tranchant dans le dernier geste. Attention à cette situation pour les Alsaciens avec cette frappe qui se retrouve finalement bien captée par Gaëtan Boiroux. Et à nouveau une grosse situation, toujours la première période pour l'AS Villers, mais vous le voyez, ça ne veut pas rentrer. Alors on s'essaye de loin avec cette frappe de Lemaître et finalement le ballon qui surprend le gardien adverse Thierry Lemaître, 52e minute. Et le but pour l'AS Villers qui à force d'essayer est récompensé déjà le deuxième but de la saison pour la recrue estivale de Bruno Luzi. Un partout donc pour l'AS Villers, bien parti en Alsace pour réussir à ramener des points. Ce sont même à nouveau les Normands qui sont les plus dangereux et il va y avoir côté Bischheim cette nouvelle situation, cette tête qui passe tout près du poteau. On est toujours capable de menacer du côté des locaux. On déborde côté droit avec ce centre en première intention. La reprise de Julien Jacquat, on est à la 86e minute. Ils ont reculé les hommes de Bruno Luzi et ils se font malheureusement punir 2-1 donc pour Bischheim, plus prompt, peut-être plus expérimenté aussi. Il y aura d'autres situations dans cette partie, notamment à nouveau cette reprise, quasiment une redite du but. Les dernières minutes sont à l'avantage des Alsaciens qui sont pas loin à nouveau de marquer un troisième but. Ça s'enchaîne dans la surface de réparation de l'AS Villers qui aura vécu une fin de match difficile et qui s'incline 2-1. L'AS Villers toujours en apprentissage, 2 défaites de rang pour les hommes de Bruno Luzi, encore une fois. Et rien d'alarmant dans ce début de saison. Le mot d'ordre pour les Normands, c'est tout simplement le travail dans un week-end qui aura vu nos 3 pensionnaires perdre sur les différents terrains, à domicile pour Avranches, à l'extérieur pour Granville. Et l'AS Villers, Thomas Bèze nous raconte les conséquences au classement en vous livrant les résultats dans les autres matchs des différentes poules, les classements et le programme de la semaine prochaine. Bilan donc de cette 3e journée du National 2 en commençant par le groupe B où l'US Avranches s'est incliné donc à domicile 3-1 face à Locminé pendant que l'US Granville s'inclinait en déplacement à Blois. On note beaucoup de matchs nuls, 4 matchs nuls lors de cette journée, dont celui des Girondins de Bordeaux pour leur première dans ce championnat avec une égalisation à la 90e minute de jeu de leur gardien. Vous allez sans doute voir ce but tourner sur les réseaux sociaux. On notera la victoire 3-1 de Saumur face à Le Poiret sur Vie, prochain adversaire de l'US Avranches. Au classement, Bourges qui se fait rattraper après son match nul face à Dinan-Léon par Saint-Privé-Saint-Hilaire et Blois en haut du classement. L'US Avranches toujours dans la première partie de ce tableau à la 8e place avec 4 points en 3 rencontres. L'US Granville est dans la zone rouge avec un seul point pris en 3 matchs. Toujours pas de victoire pour les hommes de Mathias Jouan. Les Girondins de Bordeaux ont pris leur premier point donc pour leur premier match. Au programme, l'US Avranches va se déplacer à Le Poiret-sur-Vie pendant que l'US Granville recevra Saint-Privé-Saint-Hilaire dans un match qui s'annonce compliqué. On vous laisse regarder les autres affiches de la prochaine journée. Dans le groupe C, donc, c'est une nouvelle défaite pour l'AS Villers en déplacement à Biessem. L'US Créteil qui l'emporte 3-0 face à l'US Chantilly. L'US Créteil, prochain adversaire des joueurs de la Côte-Fleurie. On notera une 3e victoire en 3 matchs pour le FC 93 Bobigny sur le terrain d'Agno. Au classement, donc, on retrouve forcément en tête le FC 93 Bobigny avec 100% des points pris possibles, suivi par l'US Créteil et le FC Fleury 91, tous les deux à 7 points.
Dans la seconde partie du tableau, l'AS Villers se retrouve à la 9e place avec 3 points pris en 3 matchs et à 2 points de la zone de relégation où on retrouve Fény-Aulnois, Agno ou Vascal. Coup d'œil maintenant sur le programme de la 4e journée de ce groupe C de National 2 avec l'AS Villers qui se déplacera à l'US Créteil, un déplacement compliqué pour les hommes de Bruno Luzi. En haut du classement, le FC 93 Bobigny recevra Épinal pendant que le FC Fleury 91 recevra Furiani. Merci Thomas, on passe au gros chapitre de cette émission, vous en avez l'habitude, c'est le National 3 avec quasiment tous les matchs à vous montrer. Comme la semaine dernière, on va vous proposer de découvrir ce qui s'est passé pour nos clubs normands engagés au 5e échelon national en remontant poule par poule. On va commencer par la poule C, celle de Saint-Lô, de Vire et de Flers. Thomas Bèze s'est penché sur un week-end assez inégal pour nos clubs. Voici ce qui s'est passé donc pour nos représentants. Les hommes de Guillaume Maillot veulent confirmer après leur victoire face à Ergué-Gabéric la semaine dernière. Et Baptiste Fleury, le buteur maison, que l'on va retrouver pour l'ouverture du score après l'heure de jeu. 1-0. Cet excellent centre, le ballon qui est repris. On a l'impression qu'il est effleuré par Baptiste Fleury. Il vient terminer sa course au pied du poteau, c'est imparable. Et Nathan Madec à la 80e minute de jeu qui vient égaliser après ce crochet dévastateur. On va le revoir au ralenti. Il va prendre de vitesse le défenseur et tromper Xavier Gallien. Un partout donc entre les deux équipes. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour les Saint-Lois avec ce centre qui est capté en 2 temps. Un partout, score final. L'AF Virois qui reçoit la réserve de Guingamp. Et les choses vont être compliquées pour l'équipe des frères Théo avec l'ouverture du score magnifique de Tanguy Haïlé à la 24e minute de jeu. Le numéro 8 Guingampais qui vient tromper la défense tout en vitesse et en percussion. En seconde période, il y a cette roulette et le penalty qui est désigné. On joue la 78e minute de jeu. Et Guingamp qui a l'occasion de faire le break. C'est Séverin Sabri Gendouz qui s'élance. Le numéro 7 de Guingamp avec une course d'élan un peu particulière qui vient breaker cette rencontre. 2-0 donc pour la réserve de Guingamp. Juste après le dernier quart d'heure. Les choses qui se compliquent pour l'AF Virois. Et on revoit Louis Deschâteaux qui est pris à contre-pied. Les choses qui vont continuer de se compliquer pour Louis Deschâteaux avec cette petite erreur. Et Cameron Zekou qui met le but du 3-0. On voit le ballon qui passe sous Louis Deschâteaux. C'est dur pour la défense viroise. Et ça sera encore un peu plus dur à la 90e minute de jeu. Ce ballon, cette frappe de l'extérieur de la surface. Landry Kitange qui vient mettre le 4e but de la rencontre de cette frappe du gauche qui vient tromper Louis Deschâteaux. Et on écoute tout de suite la réaction de Robin Théo. Donc voilà, il nous a manqué beaucoup de choses aujourd'hui, même si on a fait des bonnes choses de notre remontée de balle jusqu'aux 20 derniers mètres. Et ce qu'il a manqué, ce qui a fait la différence aujourd'hui par rapport à Guingamp, c'est que dans les 20 derniers mètres, eux ils ont été percutants, ça a toujours fini par des occasions et nous ça a fini par des situations où on ne sait pas créer de réelles occasions pour marquer le but et les mettre en difficulté. Donc voilà, aujourd'hui bravo à eux et puis nous on va continuer à travailler dans les semaines à venir pour peaufiner ça. Dernier match maintenant de cette poule C avec le FC Flers en bleu qui se déplace à Cesson. Et les hommes de Tony Rouillon ont pensé faire le plus dur à la 88e minute de jeu avec cette excellente passe en profondeur pour Kenneth Attal qui vient ouvrir le score et qui laisse exploser sa joie. On pense alors que le FC Flers a fait le plus dur en ouvrant la marque à la 88e minute de jeu. On revoit ce but au ralenti, cette finition parfaite de Kenneth Attal qui marque son 2e but en autant de rencontres. Mais voilà, les joueurs locaux qui ne vont rien lâcher et qui vont obtenir un penalty à la 90e minute de jeu.
penalty et c'est Thomas Bazin qui a le ballon de l'égalisation. Il ne se trompe pas et ça fait un partout entre les deux équipes. C'est très dur pour le FC Flers qui a pensé ouvrir le score au meilleur des moments dans les ultimes minutes. Mais voilà, les Flériens qui se contenteront du match nul un partout. Merci Thomas, effectivement lourde défaite pour l'AF Virois, le FC Saint-Lô qui confirme à l'extérieur sa victoire du premier match et le FC Flers qui reste invaincu, 2 points pris en 2 sorties. Voilà qui nous amène à la poule D, celle où il y a une majorité d'équipes cannaises. Il n'y a qu'une rencontre dans cette poule dont nous n'avons pas les images, c'est le long déplacement du CMS Wessel de Dramandilin du côté du FC Borgo avec cette défaite frustrante, 1-0 malheureusement pour le CMS Wessel qui compte 1 point en 2 journées dans ce début de saison. La suite de l'histoire de cette poule D avec notamment le choc d'équipes cannaises entre la réserve du Stade Malherbe et la SPTT Caen, c'est évidemment Thomas Bèze qui vous la raconte. Commençons d'abord ce pêle-mêle du groupe D avec le Grand Quevilly Football Club promu cette saison en National 3 qui reçoit pour la première fois de la saison 2024-2025 la réserve du Sporting Club de Bastia. Vous allez le voir, il y aura 3 rencontres cette semaine entre des clubs corses et normands. Et là, c'est bien le club normand qui va mettre le danger dans la surface adverse avec Ali Diallo. Le petit dribble derrière la jambe d'appui, le ballon qui revient dans ses pieds. Il va pouvoir centrer. Ali Diallo, le centre et l'ouverture du score à la 45e minute de jeu. Ce ballon qui n'est pas touché, c'est bien Ali Diallo, le buteur. En seconde période, Grand Quevilly qui continue d'attaquer avec ce ballon au-dessus de la défense. Au second poteau, on trouve Sam Maquette qui vient faire le break. 2-0, 59e minute de jeu. Et Grand Quevilly qui fait un beau coup dans cette rencontre. Mais quasiment sur le coup d'envoi à la 61e minute de jeu. Les Corses qui vont revenir dans cette partie avec la réduction du score de Mohamed Amin Boumaoui qui vient reprendre ce ballon. Et attention à ne pas douter dans ces dernières minutes, il reste encore du temps pour faire la différence d'un côté comme de l'autre. Mais là ce sont les Corses qui continuent d'attaquer avec ce ballon qui va longer le but mais qui ne va pas trouver preneur. C'est une victoire 2-1 pour Grand Quevilly, la première de cette saison. On voit tout de suite la réaction dans le vestiaire. Le SU Div Cabourg va tenter de confirmer après sa victoire dans le derby face au PTT Caen. Et cette semaine, c'est Bretigny qui se déplace à Div. Et on pense à l'ouverture du score avec ce premier face-à-face de Willy Surette qui n'est pas concluant. Il y aura une autre occasion pour les Divés très en jambes dans cette rencontre. On pense à l'ouverture du score, mais malheureusement, le but qui est refusé pour une position de hors-jeu. En seconde période, les Divés qui continuent d'attaquer. Et cette fois, on pense que c'est la bonne avec ce ballon dans la surface de réparation. L'ouverture du score et non toujours. But refusé pour une position de hors-jeu. Et il n'y aura donc pas de but dans cette rencontre. Score nul et vierge, 0-0. L'AG Caen Football reçoit la réserve d'Ajaccio pour ce premier match au Stade Venois de la saison 2024-2025 et les joueurs du duo Hervé Savaroc, Félix Loga vont se faire surprendre à la 59e minute de jeu avec ce ballon en profondeur et ensuite cette passe au second poteau pour Zied Beltaïf qui vient ouvrir le score et tromper donc Valentin le tourneur. 1-0 pour les joueurs corses. On rentre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Mathieu Yvante qui tente de trouver un partenaire aux abords de la surface de réparation. C'est récupéré par la défense corse et on se projette très rapidement vers l'avant. Il y a un 1 contre 1 à jouer
le joueur corse qui prend le dessus sur la défense et qui peut servir Anthony Fausse. 2-0, le break qui est fait dans cette rencontre. Voilà qui est dur pour les Canets. Une minute à peine plus tard, Sabri Toufiki sur coup franc. Sa patte gauche dépose le ballon sur la tête de Juloué qui vient réduire le score. Juloué qui reprend ce ballon de la tête, mais ça ne suffira pas pour les Canets. À Lina Montlhéry, les joueurs de Arnaud Cormier vont tenter de remporter eux aussi leur première victoire de la saison après une défaite face à Bastia. Mais c'est les joueurs locaux qui vont prendre les devants à la 12e minute de jeu avec ce penalty qui est provoqué par Joris Romil. Joris Romil qui va se charger de le frapper. C'est parfait, c'est pris à contre-pied pour Romain Enquincan. 1-0 pour Lina, le score qui ne bougera plus. A noter que dans cette rencontre, Hakim El Amdaoui et Arnaud Cormier ont été expulsés. Et enfin, la rencontre qui nous intéresse ce week-end dans ce groupe D de National 3, c'est quand même ce derby entre le Stade Malherbe de Caen et les PTT Caen. Et ce sont les Postiers qui débutent le mieux la rencontre avec ce coup franc d'Alex Quitté qui est bien repoussé par Vauvard. Les Postiers qui continuent d'attaquer et de mettre le danger dans la surface de réparation. La frappe est un peu trop écrasée pour tromper le gardien. Mais le Stade Malherbe qui va réagir dans cette rencontre avec ce très bon jeu sur le côté droit. Très belle combinaison. La frappe qui finit dans le petit filet. On va utiliser beaucoup les coups de pied arrêtés, vous allez le voir dans cette rencontre. Mais là, la reprise du gauche est parfaite, quasi parfaite. Malheureusement, elle s'envole un peu trop. Un nouveau coup franc et un nouveau danger avec cette tête qui est repoussée par Lucas Vauvard. 0-0 dans une première mi-temps qui, malgré tout, est très animée. Et le Stade Malherbe de Caen qui va bien commencer cette seconde période avec cette frappe qui est détournée par Laurie Le Viennois. Les PTT qui vont tenter de réagir avec cette frappe de Léo Hamel qui prenait le chemin de la lucarne, mais c'est repoussé en corner. Nouveau corner pour les Postiers avec ce ballon qui traîne dans la surface de réparation. L'enchaînement est magnifique. Le gardien qui était complètement battu, mais il y a un problème de finition pour les SPTT Caen à l'image de cette énième frappe qui est repoussée par la défense. Mohamed Hafid qui tente lui aussi d'apporter le danger dans la surface de réparation. Il obtient un corner. Le corner qui est bien tiré. Le ballon qui se retrouve au second poteau. Et le but magnifique de Ilyes Najim qui vient reprendre ce ballon. Une demi-volée imparable. On va revoir ce but au ralenti. Cette frappe surpuissante qui laisse aucune chance à la défense de la SPTT Caen, qui pourtant a eu les occasions d'ouvrir le score. Malherbe qui va tenter le tout pour doubler la mise rapidement avec cette frappe à l'entrée de la surface de réparation qui frôle le cadre. Les Postiers qui vont repartir de l'avant avec cette nouvelle tête repoussée par le gardien. Ça traîne un peu dans la surface de réparation. On arrive quand même à écarter le danger. Il y aura peut-être une dernière opportunité avec Léo Hamel qui est lancé en profondeur, qui est bien repris par la défense. Et le danger qui peut changer de côté. Il y a un dernier ballon à jouer pour les Malherbistes. Est-ce qu'on va temporiser? Est-ce qu'on va jouer le tout pour le tout? Cette bonne talonnade, le champ est libre, mais c'est repris par la défense de la SPTT Caen. Et le score qui ne bougera plus, c'est une victoire 1-0 des hommes de Romain Leroux, donc dans ce derby 100% canet. Merci Thomas, on verra toutes les conséquences de ces différents résultats au classement d'ici quelques instants. Il reste un dernier groupe à vous montrer, un dernier match, puisque vous le savez, le FC Dieppe est le seul représentant du groupe E, le FC Dieppe, donc qui n'avait pas vraiment gros à jouer, mais devait quand même se rattraper de la claque subie d'entrée de jeu du côté de Croix. Dieppe recevait au stade Jean Dasnias pour la première à domicile de Djilali Bekar, la réserve du stade de Reims. Match très animé avec Quentin Stoclet là dans la première période qui envoie un centre. Ça échappe à la défense rémoise. Malheureusement, ça ne sourit pas sur cette reprise. Le portier champenois qui réussit à s'emparer du ballon. Quasiment une grossière erreur. Bien
anticipé par Alexandre Lefebvre. Là, on n'était pas loin d'un cadeau pour l'attaquant rémois. On en reste à 0-0 dans l'abnégation. Les attaquants diepois répondent présents, ils sont présents, mais il manque toujours quelque chose dans ce premier acte. La frappe de Quentin Stockley qui fait vrombir le stade Jean Dasnias, mais qui n'inquiète que quelque peu le portier rémois. On est désormais en deuxième période et vous voyez le FC Dieppe globalement dominateur, en tout cas au niveau des situations, qui n'est pas loin là d'ouvrir la marque. Malheureusement, cette tête qui n'est pas cadrée, il faut s'en remettre au chronomètre, à la patience, et justement, ils vont finir par être récompensés, les Diepois, avec ce centre et cette reprise que vous avez peut-être déjà vu sur nos réseaux sociaux. Oran Sertoglou de retour au club, le transfuge du Grand Quevilly, qui marque à la 76e minute un but ô combien libérateur pour le FC Dieppe. On sent que la défaite 3-0 d'entrée a déjà concerné tout le groupe et a rassemblé finalement tout le monde. On était déterminés du côté de Gottfried Kitenge et de ses partenaires à réagir à domicile et à effacer cette première claque. 1-0 la victoire de Dieppe. On écoute Djilali Bekar, heureux de cette première victoire. Surtout les efforts, l'intensité qu'il a fallu mettre dans le match. De la part du groupe, puisque c'est les entrants qui nous ont débloqué la partie. Et l'état d'esprit, encore une fois, qui a été remarquable, parce que ceux qui ont démarré se sont donnés à fond, puis ceux qui sont rentrés, ils ont essayé d'apporter aussi de l'énergie. Et c'est ça qu'il faut garder, comme je leur ai dit, fois 24 maintenant. Et le mot d'ordre certainement de cette deuxième journée, de manière générale de ce début de saison, c'est qu'une journée ne fait pas l'autre. On est encore en rodage des deux côtés. Il y a forcément des choses qui vont évoluer. Le temps nous dira globalement qui peut prétendre à quoi, et il faudra patienter. Et ce que je vous propose en attendant de nous projeter justement sur la prochaine émission, c'est de découvrir tout simplement ce qui s'est passé dans les différentes poules. Le bilan du groupe C, Vire qui prend une claque à domicile face à Guingamp, défaite 4-0. Le match nul de Saint-Lô à Plabennec, un partout, même score pour Flers. Du côté de Cesson, à noter la victoire à l'extérieur du Stade Rennais sur la pelouse de Vannes. Le Stade Rennais seul en tête avec 6 points, suivi par une autre réserve, celle de Guingamp, avec 4 unités. Saint-Lô, Vire et Flers, 5e, 6e et 7e. Le début de saison est quand même plutôt positif pour nos pensionnaires normands. La suite du classement avec dans la zone rouge Cesson, Fougères, Ergué-Gabéric et Vannes. Ergué-Gabéric qui sera d'ailleurs le futur adversaire du FC Flers qui tentera d'enclencher sa marche en avant avec une première victoire. Saint-Lô recevra l'US Fougères. Vire sera en déplacement du côté de Milizac dans la poule D. La victoire de la réserve du Stade Malherbe face à la SPTT Caen. Les défaites de l'AG Caen, de Wassel et d'Alençon. Heureusement, le SU Cabourg prend un point contre Bretigny et la belle victoire du Grand Quevilly qui permet au tango avec 3 points au compteur de rejoindre le SC Bastia au classement. Le SU Cabourg est sur le podium avec 4 points pris en 2 sorties. Dans le groupe D, malheureusement, le bas blesse en deuxième partie de tableau. Les 5 dernières positions qui sont occupées par des équipes normandes dans la zone rouge, Wassel, Alençon, l'AG Caen et l'AS PTT Caen, qui vont toutes tenter de réagir lors de la prochaine journée. Nouveau duel 100% normand pour l'AS PTT qui reçoit l'AG Caen, l'US Alençon, derby également qui reçoit Grand Quevilly. Wassel accueille Linas Montlhéry, déplacement pour la réserve de Malherbe à Bretigny. Le SU Cabourg sera sur le terrain de la réserve de Bastia. Dans le groupe E, soulagement donc pour le FC Dieppe qui s'impose 1-0 face à la réserve du Stade de Reims. Parmi les résultats marquants, le succès du LOSC, la réserve du LOSC à l'extérieur sur le terrain de son rival, la réserve du RC Lens. Le LOSC seul en tête de ce classement avec 6 points. Le FC Dieppe qui n'apparaît pas en première moitié du tableau, mais c'est très serré malgré tout entre le premier et justement le 9e, le FC Dieppe avec 3 unités. Dans la zone rouge, on retrouve la baie de Valenciennes, Calais, Drancy et le RC Lens, seule équipe à avoir enchaîné 2 défaites dans ce groupe manifestement très serré. La semaine prochaine, le FC Dieppe qui ira de nouveau en déplacement, cette fois-ci du côté de l'US Vimy. La réserve du LOSC accueillera de son côté l'Olympique Saint-Quentinois. Vous avez l'intégralité des rencontres sous les yeux. Merci pour votre attention pour cet épisode. Un merci tout particulier à nos amis corses de l'AC Ajaccio et du Sporting Club de Bastia qui s'associent à nous pour justement vous proposer des images de leur confrontation contre les clubs normands. Merci énormément pour votre contribution de ce week-end et pour celles à venir. Merci à toutes les personnes et à tous les clubs qui ont œuvré pour cet épisode. Félicitations à nos équipes gagnantes et bon courage pour ceux qui doivent relever la tête. On se retrouve dès la semaine prochaine. Voilà, il y aura 3 débriefs d'affilée en l'espace de 3 semaines. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec l'excellent Thomas Bez, pour vous raconter la suite des aventures de nos clubs normands. D'ici là,
Prenez soin de vous. Allez, salut.